Une source de polémique depuis quelque temps consiste à accuser certains d'antisémitisme, lesquels, ne manquant pas de s'indigner en se déclarant antisionistes, les premiers rétorquant que l'antisionisme est une forme renouvelée de l'antisémitisme, les seconds expliquant que non, ça n'a rien à voir, qu'il y a des juifs antisionistes et des sionistes non juifs. Je vais mettre tout le monde d'accord. Oui, l'antisionisme n'est pas l'antisémitisme, et même, a priori, l'antisionisme n'est pas condamnable. Par contre, il y a bien un problème qui mérite d'être identifié, ce que donc nous allons faire. Si l'antisémitisme est universellement condamné aujourd'hui, c'est bien sûr à la suite de l'épisode hitlérien. Pour en tirer les leçons, pour que nous n'ayons plus jamais ça, on a réagi en condamnant ce qui nous est apparu de prime abord comme la source du mal. J'ai nommé l'antisémitisme. Or, si l'on ne veut pas que ça recommence, il faut dénoncer tout ce qui peut avoir des conséquences fâcheuses. Or, les conséquences fâcheuses ici, c'est le massacre d'innocents, parmi lesquels il n'y avait pas que des juifs, il y avait aussi des tziganes. On voit donc que ce qui serait plus efficace de condamner, c'est le racisme en général. Et c'est d'ailleurs bien ce que l'on a fait aussi. Mais là encore, est-ce suffisant ? Si le massacre ne se fait pas sur la base de la race, mais d'autre chose, sera-t-il moins grave ? Non, bien sûr. Et c'est d'ailleurs bien pourquoi, dans le droit français, sont condamnées les incitations à la haine sur la base de la race, de l'ethnie, mais aussi de la nationalité, de la religion, et à quoi on a encore rajouté plus récemment de l'orientation sexuelle et d'un éventuel handicap. Et également, dans le droit international, la notion de génocide a été élargie à tout groupe, caractérisé par sa race ou son ethnie, mais encore par sa religion ou sa nationalité, de sorte que ce terme est un peu trompeur maintenant, puisqu'il n'y est plus forcément question de gêne. Bon. Mais pourquoi en rester là ? Si le groupe victime n'est pas caractérisé par la pratique d'une religion, mais d'une philosophie, par exemple, s'il partage une idéologie autre que religieuse, pourquoi l'appel à la haine contre ce groupe serait-il permis ? Il est pourtant autorisé, donc, dans le droit français. Ne conviendrait-il pas de dénoncer la haine contre des personnes, quelles qu'elles soient ? Et les exemples ne manquent pas dans l'histoire. Lorsque Franco a débarqué en Espagne en 1936, il a massacré systématiquement tous ceux qu'il considérait comme des gauchistes. Pourquoi ne pourrait-on pas dénoncer là un génocide ? Or, ce n'est pas possible actuellement, car non conforme à la définition juridique du terme, comme nous venons de le voir. Or, si l'on ne veut pas que ça recommence, il ne faut pas oublier des possibilités, laisser des trous dans la raquette. On pourrait objecter que l'hostilité envers certaines idéologies semble acceptable. Par exemple, l'hostilité contre les nazis, les racistes, ou qu'on y ait les criminels aussi. Sauf qu'il s'agit là de groupes objectivement et évidemment nuisibles, pour lesquels il conviendrait peut-être de faire exception. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire, car même là, la haine n'est pas justifiée, ni l'élimination physique. On peut en effet les empêcher de nuire sans les haïr, ni les tuer. Par exemple, en restreignant leur liberté d'une façon suffisante pour les empêcher de nuire. Et l'usage de la violence n'est même pas nécessaire. Le dialogue peut suffire. En effet, l'idéologie d'une personne peut évoluer, de même que son comportement et son attitude. Il suffirait donc, théoriquement, d'expliquer, d'éduquer. Bref, si dans certains cas elle peut se comprendre, la haine n'est jamais nécessaire. On pourrait cependant l'accepter, lui trouver une utilité. Sauf qu'en pratique, elle est souvent contre-productive. Et cela tient à son caractère émotionnel, instinctuel, animal. Comme tous les sentiments humains, elle est bien sûr héritée de la sélection naturelle. À savoir que, certes, dans les conditions de vie de nos lointains ancêtres, elle a été globalement bénéfique, mais avec beaucoup de ratés. Tandis que grâce à la raison, on peut avoir un comportement bien plus souvent et assurément bénéfique. Et ce, dans n'importe quelle circonstance. Et surtout,
Dans la situation actuelle où nous disposons d'une puissance technique considérable, la violence débridée qu'entraîne souvent la haine est particulièrement dommageable. De sorte que notre salut, à mon avis, passe par un exercice plus soutenu de la raison, en prenant le temps de la réflexion, mais aussi en étant vigilant quant à nos propres émotions, tendances ou biais pré-rationnels. D'où l'importance de jeter un coup d'œil sur ces derniers, ce que donc nous allons faire. Et donc, disais-je, la haine est un héritage de nos ancêtres pré-rationnels et plus précisément, c'est une émotion suscitée par plusieurs tendances ou dispositions psychologiques, dont en particulier ce que j'appellerais l'instinct punitif, sous-entendu à l'encontre de quiconque se conduirait mal, serait un peu trop égoïste typiquement. Instinct qui, paradoxalement, a permis l'apparition d'un autre, bien plus valorisé d'ailleurs moralement, à savoir la bienveillance universelle, le sens du bien commun, de la fraternité. Une valeur, en tout cas, qui présente l'intérêt de donner un sens à notre vie, du moins lorsqu'elle se conjugue avec la raison. D'où l'intitulé et le contenu de la chaîne où je m'exprime. Et l'intérêt qu'il pourrait y avoir à la soutenir, ne serait-ce que par des pouces, des partages, lorsque bien sûr vous estimez que ça en vaut la peine. Et si vous n'êtes pas d'accord sur un point, n'hésitez pas aussi à l'indiquer en commentaire, car bien entendu, je ne prétends pas posséder quelque vérité absolue, conformément d'ailleurs à la démarche rationnelle, laquelle présente, comme on le voit, une dimension collective. Et donc, d'où vient cette bienveillance? Car si les amours filiales et conjugales s'expliquent de façon immédiate par la sélection naturelle, ce n'est pas le cas de cet amour plus étendu. On pourrait certes invoquer le fait qu'une tribu plus solidaire a plus de chances de survie qu'une autre qui serait pas trop fragilisée par des conflits internes. Sauf que la sélection des gènes se fait au niveau individuel, pas tribal. En d'autres termes, si un égoïste apparaît au sein d'une tribu solidaire, ce qui est inévitable, soit par mutation, soit par croisement, il va profiter des autres et y répandre rapidement ces gènes. Sauf si l'instinct punitif est par ailleurs présent au sein de la tribu. D'où mon affirmation de tout à l'heure, car alors son comportement va être rapidement débusqué et réprimé. Il risque d'être rejeté et seul aura peu de chances de survie, sans compter qu'il peut aussi être directement exécuté, ce qui est encore plus rapide. Et en effet, cet instinct répressif, cette intolérance à l'injustice, il est aisé de constater sa forte présence aujourd'hui au sein de notre espèce. Il suffit de lire les commentaires sous une publication relatant un fait divers plus ou moins sordide, et généralement ce n'est pas la sévérité de la justice qui y est déplorée, c'est son laxisme, quand ce n'est pas l'abolition de la peine de mort. Et je me souviens qu'à l'époque où cette dernière était encore pratiquée, en France, certains s'indignaient de ce que les condamnés puissent bénéficier d'une injection leur évitant de trop souffrir. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on ne se contentait pas de tuer, on suppliciait. Et il y a aussi le phénomène du lynchage que l'on observe encore couramment de nos jours, et pas seulement au niveau médiatique. On a encore régulièrement, surtout dans certains pays d'Afrique, des voleurs lynchés par la foule qui ne survivent souvent que fort peu de temps après leur forfait. Enfin, des voleurs présumés, car cette justice sauvage, outre son manque de nuances dans l'établissement de la peine, se caractérise également par une certaine précipitation dans la désignation du coupable, et donc de nombreuses erreurs. Voir le cas célèbre de Léo Frank, ce directeur d'usine états-unien accusé à tort du meurtre d'une adolescente qu'un commando est venu extraire de sa prison après son procès et sa condamnation à perpétuité afin de le pendre. Donc oui, cet instinct s'accompagne souvent d'une pulsion meurtrière, mais aussi d'un besoin d'un ou plusieurs coupables, ce qui est évidemment un problème. Ainsi, dans l'Allemagne des années 30, durement frappée par une crise économique, un démagogue désignant une population particulière comme responsable des problèmes, en dépit de toute logique sérieuse, a pu rencontrer un certain succès, si vous voyez à quoi je fais allusion. Et sans aller jusque-là, on peut invoquer le soulagement des proches, une victime d'un meurtre lorsqu'un coupable vient d'être trouvé, mais aussi leur difficulté souvent à reconnaître, le cas échéant, qu'il s'agit d'une erreur.
Et pour en revenir donc à l'antisionisme, que se passe-t-il aujourd'hui? Depuis quelque temps, eh bien, on a eu droit au spectacle d'enfants à Gaza écrasés sous des gravats ou plus ou moins affamés, voire victimes de tirs. Et là, inévitablement, on s'attend à ce que l'instinct punitif soit sollicité et induise un certain emportement contre le coupable le plus apparent, en l'occurrence l'armée israélienne. Laquelle n'est sans doute pas complètement innocente. Je dis juste qu'on peut s'attendre à un manque de nuances dans les jugements, à une forme de diabolisation bien plus assurément que dans les années 30. Cet instinct, cette émotion, court-circuite la raison qui pourrait nous faire nous poser des questions. Comme par exemple, pourquoi donc les forces combattantes d'un micro-État, celui de la bande de Gaza, attaquent-elles aussi sauvagement, le 7 octobre 2023, un État certes petit mais bien plus puissant, Israël, avant de se retirer dans des tunnels sous sa propre population, tout en continuant d'ailleurs à bombarder son voisin? Quel peut être son intérêt dans tout ça? À part compenser son infériorité militaire par une solidarité en sa faveur venant de l'extérieur qu'elle solliciterait grâce à sa puissance de communication. Car enfin, pourquoi voit-on presque uniquement des enfants sous les décombres et jamais des combattants du Hamas, par exemple? Autre question. Sachant que pour manipuler, on n'utilise jamais la raison, mais les instincts pré-rationnels, l'un d'entre eux étant l'instinct parental qui nous rend extrêmement sensibles à tout ce qui concerne les enfants. On pourrait m'objecter que je donne là dans le complotisme. Sauf que les complots existent. Et le complotisme au sens péjoratif, qui est d'ailleurs une autre tendance s'expliquant assez bien par la sélection naturelle, ce n'est pas de reconnaître des complots lorsqu'ils apparaissent comme très vraisemblables, ça c'est la raison, c'est d'en imaginer systématiquement, même lorsqu'ils sont invraisemblables. Par exemple, la thèse complotiste selon laquelle le 7 octobre serait une opération israélienne sous faux drapeau, ou du moins aurait été facilitée en vue d'avoir un alibi pour attaquer, semble bien moins vraisemblable. Et une des raisons à ça étant que ce que souhaite annexer la droite israélienne, ce sont les territoires historiquement juifs, la Judée-Samarie, où ces troupes étaient d'ailleurs concentrées, tandis que la bande de Gaza est la seule zone de la région qui devrait s'appeler Palestine, si l'on connaît un peu l'histoire antique. Et la haine dans ce conflit est d'autant plus prévisible qu'une autre tendance pré-rationnelle, la suscitant, intervient également. Il s'agit de l'hostilité à l'encontre non pas d'un supposé délinquant au sein de sa tribu, mais à l'encontre d'une tribu voisine. Puisqu'en effet, une tribu agressive va décimer ses voisines qui le seraient moins, ce qui va favoriser le gène d'agressivité tribale, c'est ce que j'appelle l'instinct guerrier. Et là encore, il n'est pas besoin d'investiguer longtemps pour constater la forte présence de celui-ci au sein de notre espèce. Voire le phénomène des bandes de jeunes, du hooliganisme, mais aussi, bien sûr, la persistance des guerres partout dans le monde depuis la nuit des temps. Bref, s'il y a tant de guerres depuis si longtemps, ce n'est pas, comme se plaisent à le penser certains, à cause de quelques méchants dictateurs, c'est beaucoup plus profond, malheureusement. Si les dictateurs recourent souvent au nationalisme pour asseoir leur pouvoir, c'est peut-être parce que ça fonctionne bien. Ces réalités psychologiques pré-rationnelles, cependant, n'ont rien d'une fatalité. Car je parle ici d'une tendance parfaitement surmontable. Évidemment, on ne parle pas d'instincts irrépressibles, seulement de tendances pouvant se manifester un peu trop si l'on n'y prend pas garde. Pour donc éviter les désagréments correspondants, on peut déjà commencer par identifier ces tendances, débusquer leurs manifestations et contrer leurs méfaits par le raisonnement et l'explication. Montrer cela, bien sûr, surtout au plus grand nombre. Ce que je fais ici, ou du moins tente de faire, puisqu'il vous appartient. Maintenant, si vous aspirez à une société meilleure, tout simplement à la paix dans le monde, ou même en fait à la survie de notre espèce, de partager un tel message, puisqu'il me semble bien peu répandu, surtout. Car attention, je parle ici d'une certaine réflexion, pas de simples imprécations, pas de poésie, de ce dont se contentent généralement les militants de la paix, ce qui, par son inefficacité, alimente le défaitisme et donc les conséquences désastreuses de celui-ci. Donc si vous êtes concerné, bien sûr, je compte sur vous. Merci.
Mais bien sûr, même si cela est une première étape nécessaire, cela ne suffit pas. Il faudrait encore une politique éducative appropriée, humaniste et rationnelle, mais aussi une organisation appropriée, autre chose qu'un morcellement de l'humanité en diverses entités égoïstes, surtout s'il s'agit de dictatures ou de démocratie représentative. Et je vous renvoie ici à mes propositions dans ce domaine, donc là encore, n'hésitez pas à vous renseigner, voire à participer. Et donc cet instinct guerrier est évidemment à l'œuvre dans le conflit israélo-palestinien, car comment expliquer autrement un tel acharnement de chacune des parties depuis plus d'un siècle dans un combat aussi sanglant? Mais il intervient également d'une façon qui en étend la portée au-delà du territoire concerné. Ainsi, personne ne s'étonne de ce que la majorité des Juifs dans le monde soutiennent les Israéliens, tandis que la majorité des Arabes, mais aussi des musulmans, soutiennent les Palestiniens, terme désignant ici les Arabes vivant en Palestine, en grande majorité musulmans. Et ce avec une certaine ferveur. On se doute bien que si la motivation de chacun de ses supporters était, comme il le croit souvent, la justesse de sa cause, chacun de ces groupes ethniques serait bien plus partagé sur la question. Et cette manie de se ranger dans des camps, dans des pseudo-tribus, va tellement loin que même d'autres qui ne sont pas concernés par une proximité ethnique ou religieuse avec l'un des belligérants ne peuvent s'empêcher de prendre parti avec, là encore, une certaine ferveur révélatrice de quelque chose de pas très rationnel. Ainsi, la droite qui, chez elle, n'aime pas trop les Arabes, perçus comme des envahisseurs, soutiendra plutôt Israël, tandis que la gauche, qui n'aime pas trop la droite, soutiendra l'autre camp. Je simplifie, il y a d'autres explications, bien sûr, mais elles ne volent guère plus haut que ça, d'autant moins que, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans une vidéo que je vous mets en lien, d'un point de vue logique, je veux dire si les gens étaient mieux renseignés et se basaient sur leurs valeurs profondes, ça devrait être plutôt le contraire entre la gauche et la droite. Enfin, le camp palestinien est également rejoint par les populations anciennement colonisées par les nations européennes, là encore d'une façon quelque peu hâtive, les sionistes venant souvent d'Europe. Bon. Sauf qu'à l'origine, les Juifs viennent de Judée. Enfin, sans doute pas à 100% génétiquement, mais tout de même, en tout cas culturellement. Et les Arabes d'Arabie, d'où ils ont colonisé les régions voisines, dont la Judée, en y accordant un statut d'inférieur aux non-musulmans, en quoi on pourrait parler là aussi de colonisation et même d'apartheid. Ajoutons à cela l'instinct moutonnier qui fait qu'on va adopter la ligne de son parti, de ce qui nous ressemble. Ajoutons la peur de l'isolement social, ainsi que l'amour-propre, qui font que, une fois qu'on a rejoint un camp, il nous est difficile d'en changer. Ce qui s'est d'ailleurs très bien observé au 7 octobre, où des militants pro-palestiniens, au lieu de s'indigner des horreurs, difficilement contestables car diffusées en direct, au lieu de laisser s'exprimer leur humanisme ou même leur instinct punitif, ont tout d'abord cherché à minimiser, à excuser, en parlant de contexte, de résistance, etc. Mais aussi dans l'autre sens, les soutiens assidus d'Israël ont été moins regardants sur ce qu'il est advenu ensuite aux habitants de la bande de Gaza, certains étant sans doute animés par un sentiment de vengeance. Et pour en revenir, non pas à nos moutons, puisqu'on y était déjà, mais à la question et à la promesse aussi que je vous ai faite au début, quel est donc le principal problème ici, si ce n'est ni l'antisémitisme, ni l'antisionisme? Quel est donc le trou dans la raquette qui risque de nous faire connaître une flambée de violence, voire une nouvelle Shoah, si l'on n'y prend pas garde? C'est bien sûr, si vous avez à peu près suivi, la dénonciation de la haine, quelle qu'elle soit, mais aussi, plus spécifiquement, dans le cas qui nous occupe, ce que j'appellerais la sionistophobie, à ne pas confondre avec l'antisémitisme, car ce dernier peut être parfaitement rationnel et acceptable. On peut, par exemple, estimer que le projet d'État juif en Palestine n'était peut-être pas la meilleure chose à faire, pour tout un tas de raisons parfaitement entendables. Cet antisionisme, en plus de rester parfaitement rationnel, ne suscite aucune haine, car il vise le sionisme, pas les sionistes. D'où le néologisme que je propose, où l'on peut lire et entendre sioniste, mais aussi où le suffixe phobie désigne une émotion irrationnelle, généralement excessive.
Et vu la dangerosité de cette pathologie sociale, la question du diagnostic s'impose. Comment reconnaître un sionistophobe? Comment le distinguer d'un antisioniste et a fortiori bien sûr d'un analyste critique de la politique israélienne actuelle? Réponse: par sa violence bien sûr, mais aussi plus généralement par une attitude partiale, souvent obsessionnelle et intolérante. Ainsi, il ne va accepter et diffuser que les informations qui alimentent sa haine, déformer la réalité, voire inventer des faits qui vont dans ce sens, d'où une perception biaisée de la réalité, le confortant dans son parti pris. Il va faire preuve de violence vis-à-vis de ceux qui l'identifient comme sioniste, voire contre tous ceux qui n'applaudiraient pas à chacun de ses propos. Et enfin, sa critique est outrancière, voire infamante, puisqu'il ne s'agit pas pour lui de dialoguer, mais d'attaquer. Ainsi, dans les cas les plus extrêmes, le sionisme, qui est, je rappelle, l'aspiration d'un peuple à retrouver son foyer national historique, lequel est grand comme 3 départements français, devient une sorte d'oligarchie plus ou moins satanique visant à dominer le monde, ce qui n'est pas sans rappeler le fameux complot juif cher aux nazis. L'objectif étant de diaboliser le sionisme, ou Israël, c'est pareil évidemment, devient l'incarnation du mal. Certains n'hésitant pas d'ailleurs à écrire cela littéralement. Comment être plus clair? Opinion apparemment partagée par, comme vous pouvez le voir, par une personnalité que ses fans n'hésitent pas à proposer pour le prix Nobel de la paix, celle-là même qui a tenu un discours parlant d'ennemis communs de l'humanité, en désignant par là, si l'on examine attentivement l'ensemble de son propos, tous ceux qui soutiennent Israël, c'est-à-dire, par définition, les sionistes en fait. Et rappelons que cette façon d'exclure des individus du cercle de l'humanité est ce qui conduit souvent à des génocides. Et d'ailleurs, un autre fait troublant est que les génocidaires commencent souvent à accuser leurs futures victimes d'être des génocidaires. Dans le cas qui nous occupe, cette accusation n'est cependant pas complètement délirante, puisque les Israéliens sont en compétition avec les Palestiniens pour la possession d'un même territoire et pourraient donc être tentés par l'élimination de ces derniers, d'autant plus que ceux-ci ne se sont pas privés de les agresser violemment, et ce presque sans interruption depuis plus d'un siècle maintenant, de sorte qu'on pourrait comprendre qu'au bout d'un moment, certains cèdent à leur instinct guerrier. On remarquera cependant qu'un tel génocide ne serait pas comparable avec la Shoah, puisque d'une part, les Juifs n'ont jamais commis d'attentat contre les Allemands, justifiant l'hostilité de ces derniers, et de plus, contrairement à la population juive d'Europe qui a été réduite de plus de 60%, celle de Gaza n'a pratiquement pas diminué, les naissances compensant la mortalité. Les sionistophobes, pourtant, ne manquent pas de faire cette assimilation, conformément à leur intention diabolisatrice. Je ne vais pas rentrer ici dans la question de savoir s'il y a génocide ou pas à Gaza. Je renvoie ceux que ça intéresse à la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet. Juste une remarque, toutefois, que je n'ai pas pu faire à ce moment-là, en juin 2025. Après la libération des otages, donc en octobre 2025, la mortalité à Gaza est passée d'environ 3000 à une centaine seulement donc, de personnes par mois. Ce qui suggère que le but principal était bien la libération des otages et accessoirement l'éradication du Hamas, conformément à ce qui était annoncé, et non pas la réduction du nombre de Palestiniens, sachant qu'avec les moyens dont les militaires israéliens disposent, ils auraient pu facilement réduire ce nombre drastiquement. Et au vu de l'ampleur des dégâts matériels, il semble même qu'il y ait eu un effort pour ne pas le réduire. Ce que je vais surtout faire remarquer ici est qu'une accusation aussi grave devrait être faite avec précaution, circonspection, en disposant de preuves évidentes. Sinon, on parle seulement de soupçons, de risques de génocide. D'autant plus que la définition du mot génocide fait intervenir la notion d'intentionnalité, laquelle n'est jamais directement accessible. C'est tout le problème des procès d'intention, autre biais psychologique problématique. Or, qu'observe-t-on ?
Eh bien, que sans attendre la moindre décision de justice, certains assènent cette accusation par tous les moyens possibles, par la répétition de celle-ci à la moindre occasion, de sorte qu'à force d'être entendue, la chose devient tellement familière qu'on pourrait oublier d'en douter. Ainsi, Israël, enfin d'ailleurs orthographié Israël, devient l'État génocidaire, l'entité génocidaire, puisque l'hostilité va ici jusqu'à la négation pure et simple du réel. Par le recours aussi à l'argument d'autorité, voilà encore la vidéo dédiée, en citant des organismes plus ou moins prestigieux, mais eux-mêmes contaminés par ce qu'il faut bien appeler une pandémie, enfin du moins dans le milieu concerné, plutôt marqué à gauche, en s'imposant aussi par la menace, si je ne peux pas prononcer le mot génocide, je quitte le plateau, par l'intimidation, la culpabilisation, ainsi le simple fait de parler de guerre serait coupable, car non, il faut dire que non, c'est un génocide, pas une guerre. Ainsi, celui qui émet des doutes sur la question serait un négationniste. Étiquette infamante, en référence bien sûr aux contestataires de la Shoah. Malin. Et à propos, on atteint là quand même un sommet dans le sectarisme et la violence, car j'ai bien dit celui qui doute, pas celui qui nie. Sommet illustré par âme sensible, attention. Elle met des guillemets à un vrai génocide, je peux lui mettre une kangou imaginaire dans la gueule. Où le problème n'est pas tant l'appel au meurtre que l'on a reproché à l'humoriste, puisque l'on peut toujours voir ça comme de l'humour, et il précise bien que la kangou est imaginaire, mais le reproche de douter d'une accusation potentiellement diffamatoire, dont on voit bien qu'il n'a rien d'humoristique ici. Elle est là, la véritable violence. Nos excités du génocide invoquent parfois pour se justifier que, vu la gravité du crime, il importerait de ne pas attendre le jugement d'un tribunal avant de le dénoncer. Sauf que dans ce cas, il suffirait de signaler qu'il y a beaucoup de morts et de blessés et qu'il faudrait faire quelque chose. Pas besoin d'aller chercher une étiquette spécialement infamante qui pense sérieusement que dénigrer à tue-tête l'un des belligérants va stopper les combats, apaiser la situation. On va peut-être me dire que c'est un crime, oui, répertorié et donc permettant d'agir. Justement, dans ce cas, il faut attendre la décision judiciaire et un lynchage médiatique n'est pas de nature à accélérer le cours de la justice. Enfin, la vraie, et heureusement. Les appels que l'on entend parfois à stopper toute livraison d'armes semblent déjà plus pertinents. Mais cela suppose que les destinataires de ces livraisons vont les utiliser pour massacrer des innocents, pas pour neutraliser des agresseurs ayant déclaré qu'ils poursuivraient sans cesse leur massacre. Car tout le problème est là, nul ne possède la vérité, surtout lorsqu'il n'est pas sur place dans l'intimité des états-majors. Nos certitudes, souvent hâtives, ne doivent pas être confondues avec la réalité, généralement plus complexe. Le problème étant que lorsqu'il y a des agendas idéologiques, comme ici évidemment, la vérité est souvent distordue, chacun étant intoxiqué par la propagande de son propre camp. Mais aussi, les mots simplifient le réel, imposent des catégories. C'est typiquement le cas du mot génocide. La question de savoir si c'est un génocide ou pas ne devrait pas être aussi importante, car dans la réalité, il y a une infinité de gravités intermédiaires entre la totale innocence et le pire des crimes. Pour une approche plus rationnelle, il faudrait introduire du quantitatif. Ainsi, combien de Palestiniens innocents l'armée israélienne est-elle prête à sacrifier pour libérer un otage ? Ou tuer un chef du Hamas ? Quelle proportion de soldats se livrent à des actes répréhensibles ? Etc. Les mots comme celui-ci suscitent aussi des réactions par effet de connotation, d'où évidemment leur intérêt pour susciter la haine. C'est aussi le cas d'ailleurs de termes comme colonialisme ou apartheid, souvent utilisés donc à l'encontre de l'État hébreu. On peut bien sûr trouver des points communs entre la situation en Palestine et tel ou tel phénomène connu en d'autres lieux ou d'autres temps. Mais ce n'est jamais identique. Ainsi, contrairement à ce que l'on entend habituellement par colonisation, il n'est pas question d'exploiter une population estimée inférieure, ni d'ailleurs de prendre possession d'une terre étrangère,
puisque l'on parle d'un retour sur une terre ancestrale où est toujours demeurée une population juive. Et si l'apartheid en Afrique du Sud visait à assurer la pureté raciale et à priver les Noirs de droits fondamentaux, le confinement des populations en Cisjordanie a un but sécuritaire évident, tandis qu'en Israël, Juifs et Arabes ont les mêmes droits fondamentaux. Le fait de reprendre le même mot suggère une identité complète, ou du moins transmet la connotation péjorative de celui-ci, indépendamment de la réalité qu'il désigne. Ça peut donc être une technique de manipulation, et plus précisément ici un outil pour nuire à autrui, exprimer ou alimenter la haine. Cette dernière, et plus particulièrement les archaïsmes punitifs et tribals, sont typiquement des trucs de droite, ou du moins en tout cas d'extrême droite. C'est de ce côté, en effet, que l'on entend des appels au rétablissement de la peine de mort, que sévit le nationalisme, voire le racisme, la désignation d'un bouc émissaire, et donc on ne s'attend pas à retrouver ça à gauche. Or, comme vous l'aurez sans doute remarqué, c'est bien de ce côté que sévit la sionistophobie, qui n'est certes pas un racisme au sens strict, tout comme la musulmophobie d'ailleurs, puisque l'on parle d'idéologie, mais alimente la haine, ce qui est évidemment un problème. Rappelons d'ailleurs à ce propos que la musulmophobie, qui sévit, elle, plutôt à droite, ne doit pas être confondue avec une critique de l'islam, confusion souvent entretenue par les islamistes pour imposer leur idéologie grâce au terme islamophobe, critique qui devrait être un truc de gauche par contre. Quant à l'antisémitisme, qu'il faudrait plutôt appeler judéophobie, c'est un phénomène devenu tout naturellement assez marginal en France après la Seconde Guerre mondiale, mais qui réapparaît surtout par effet d'amalgame à partir de la sionistophobie, d'où une raison supplémentaire de dénoncer cette dernière, et pas seulement l'antisémitisme comme on le fait aujourd'hui, et donc l'intérêt de la présente vidéo. J'ai déjà donné un début d'explication à cette anomalie, à cette bouffée punitive à gauche, à savoir le phénomène de persistance dans l'engagement partisan. La gauche s'étant trouvée du côté palestinien pour diverses raisons que j'ai déjà évoquées par ailleurs. Ajoutons à cela le spectacle de la souffrance des Gazaouis sollicitant la compassion, qui est une tendance plus typiquement développée à gauche. Avec ce problème, néanmoins, que les émotions engourdissent la réflexion rationnelle. On retrouve là le fait que la gauche va souvent s'opposer à une justice trop sévère, par compassion pour les condamnés, tandis qu'à droite, ou à proximité des victimes, on va donner plus libre cours à son instinct punitif, sauf qu'il s'agit là, selon moi, d'une réaction tout aussi bornée que celle de la droite punitive. Une gauche intelligente, pour ne pas dire une humanité intelligente, va bien sûr se préoccuper de prévenir le crime, sa compassion allant en premier lieu aux victimes, bien sûr. Sauf que, si la dissuasion peut être une solution, son efficacité reste limitée. La gauche intelligente va donc envisager des mesures éducatives, mais aussi systémiques plutôt. C'est ainsi que j'ai proposé une organisation politico-économique qui réduirait la criminalité d'au moins 90%, voir lien en description. Le problème étant qu'en l'absence de réflexion suffisante, nous avons tendance à privilégier le jugement sur les personnes. C'est d'ailleurs ce que les psychologues appellent le biais fondamental d'attribution. Un progressiste s'attache aux causes profondes, et en particulier psychologiques. Il ne s'en prend pas aux personnes, et donc j'en profite pour préciser que je ne condamne pas ici les sionistophobes, mais la sionistophobie. Je les aide au contraire à se conformer à leurs propres valeurs, en l'occurrence, c'est de l'entraide entre camarades, si vous voulez. La capacité à se remettre en cause, à s'améliorer, étant une qualité fondamentale pour le progrès humain que l'on ne saurait trop valoriser. Et donc, que devrait susciter la souffrance des Gazaouis chez un être rationnel ? Réponse : un examen approfondi de la situation et sur ce qui conduit à la guerre et au génocide, en général du temps qu'on y est aussi. Et là, c'est simple, nous avons deux peuples en compétition pour la possession d'un même territoire.
compétition aggravée par du fanatisme religieux. On voit donc que c'est du côté de ces idéologies qu'il conviendrait de se pencher. Et en particulier d'ailleurs sur la notion de possession, qui est une forme de domination. Soutenir de facto la violence, comme le fait la majorité en prenant parti instinctivement donc pour un des camps contre l'autre, ne fait qu'aggraver et perpétuer le conflit et donc la souffrance. On ne combat pas une idéologie par les armes, cela dit. Tout au plus, ces dernières peuvent-elles avoir un intérêt à court terme pour se défendre, mais ça ne saurait suffire. On la combat par les idées. On pourrait expliquer, par exemple, que si le Dieu paternel et très puissant des religions concernées existe, il va adresser son message directement à chaque être humain. Message qui n'est peut-être rien d'autre que la raison et la bienveillance disponibles en effet en chacun de nous. Que, du moins, il ne va certainement pas se contenter de le délivrer à une douzaine de prophètes d'une époque complètement révolue, car ce serait cautionner la crédulité, dont on peut pourtant constater les méfaits par ailleurs. Et que donc, puisque leur dieu notaire ou conquérant n'existe pas, ils peuvent arrêter de se battre. Certes, le nationalisme demeure. On pourrait donc expliquer aussi qu'il serait préférable de se considérer tous membres d'une unique tribu et de gérer ensemble les ressources planétaires d'une façon juste et équitable. Expliquer que sans cela, il y aura toujours des conflits d'intérêts conduisant à des conflits tout court du fait de la psychologie humaine. On peut qualifier cela d'extrémiste, de gauchiste, au lieu de réfléchir à ce qui serait le plus sûr et efficace sur le long terme. C'est possible aussi. Et en attendant, à plus court terme, on peut aussi instituer une organisation interétatique qui aurait les moyens de faire respecter quelques principes, comme par exemple ne pas envahir ou agresser son voisin, ou même ne pas avoir pour projet la destruction d'un autre État. Ainsi, les États n'auraient plus besoin de se faire justice eux-mêmes, avec le cercle vicieux de violence que cela induit souvent du fait de l'instinct tribal. On pourrait interdire aussi les incitations à la haine, quel que soit le groupe visé, puisque ça n'a pas encore été fait, ça. Tout en précisant comment identifier de telles incitations, par exemple par l'outrance du propos, car sinon, bien sûr, ça pourrait être détourné pour interdire la critique d'une idéologie ou d'un dictateur. Je ne rentre pas dans les détails, mais voyez l'idée. Et bien sûr, mieux encore que des interdictions, dont les sanctions correspondantes ne devront pas être trop fortes, une éducation à la bienveillance universelle, car plus il y a d'amour en nous, moins cela laisse de place à la haine. Car si j'ai parlé d'une tendance dans ce sens, elle n'est évidemment pas suffisante, encore faut-il la cultiver. Voilà le genre de choses constructives que devrait susciter le spectacle de la souffrance due à la guerre chez un être rationnel, tandis que les idiots vont condamner le dernier qu'ils ont vu tirer et alimenter la haine en s'imaginant bien sûr être dans le camp de la paix et de l'amour, comme la plupart des fanatiques d'ailleurs. Bref, s'il y a en nous une disposition à la bienveillance et à la raison, c'est peut-être parce que l'une sans l'autre est insuffisante. Merci donc de votre collaboration au service d'un monde meilleur.